Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables IT des entreprises, les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Malek Khelaf, qui est président de BT France. Malek Khelaf, bonjour. Bonjour, Hervé Gagné. On commence toujours cet entretien par une actualité, un fait, un événement, une tendance qui vous a marqué cette semaine ou les semaines passées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, un peu en dehors de la crise de Covid et qui a poussé les entreprises à modifier leur organisation, mode de fonctionnement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ces derniers temps? Je pense que la crise Covid domine finalement l'actualité. C'est assez difficile de s'en échapper. Donc, en ce qui concerne peut-être un événement lié au marché, on parle beaucoup de Zoom comme étant un outil destiné au grand public. En tout cas, on le voit plus récemment. Et puis, très récemment, nous avons intégré Zoom dans notre portfolio pour les entreprises. Nous sommes les premiers à le faire au niveau global, en tant que fournisseur de services au niveau global. Alors, pourquoi c'est un peu différenciant, pourquoi c'est un peu inhabituel? C'est parce qu'en fait, Zoom étant cette plateforme qui est utilisée par les particuliers puis les petites entreprises, nous l'avons intégré à notre portfolio. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer? Ça veut dire que nous l'avons sécurisé, ça veut dire que nous l'avons intégré au réseau, donc qui est accessible à travers les plateformes qui sont les nôtres. Et puis, nous gérons la plateforme pour les clients. Et puis, pour terminer, nous l'avons intégré aux autres offres de communication unifiée, qui sont celles proposées par Teams, par Microsoft, en l'occurrence Teams, c'est celles qui sont proposées par Cisco, qui est WebEx. Et les fonctionnalités de téléphonie de Zoom sont complètement intégrées et ça permet de créer un environnement pour les clients assez intéressant. Très bien. Alors, ceci... Allez-y. Je vous en prie. Un deuxième point qu'on aborde aussi, c'est évidemment, comme vous le disiez, c'est difficile d'y échapper. Depuis plusieurs mois, presque un an déjà, on est plongé dans cette crise avec des poussées, des premières vagues, et puis des ressacs, et puis donc il y a une évolution qui est pas simple à gérer. Comment vous faites en tant qu'entreprise pour adapter votre organisation, votre mode de fonctionnement, et surtout vous projeter dans l'avenir? Alors, il est clair que le contexte de la pandémie est un challenge pour un ensemble d'entreprises, les petites et les moyennes bien sûr, beaucoup plus que les grosses entreprises. Et je pourrais peut-être m'avancer de dire que la tech en général, les BT en particulier, la crise est peut-être atténuée, ou l'impact est peut-être atténué. Donc, ce que nous avons fait nous par rapport à cette pandémie, nous avons mis nos équipes assez rapidement en télétravail, dès que le premier confinement a été annoncé, et ceci relativement facilement dans le sens où nos équipes étaient déjà équipées avec les moyens techniques et technologiques pour pouvoir travailler de chez elles. Les infrastructures ont été préparées aussi, bien sûr, pour pouvoir accueillir ces nouveaux flux ou ces flux augmentés et de façon relativement sans grande difficulté. Après intervient évidemment la problématique de management. Manager des personnes à distance n'est pas forcément la même chose que manager des personnes qui sont au bureau. BT a une pratique du télétravail depuis quelques années, depuis un ensemble d'années. Nous faisons partie d'un monde anglo-saxon et le monde anglo-saxon est certainement plus avancé en termes de télétravail qu'on pouvait l'être en France. Donc, nous avons profité de cette expérience ici pour ne pas trop perturber le fonctionnement de nos équipes et continuer d'assurer le service à nos clients. Mais comme vous le disiez, il y a un aspect psychologique qui est très important. Et entre le télétravail en temps partiel et le télétravail complet, il y a quand même une différence qui est importante. Parce que le télétravail à temps partiel, on garde les contacts réels avec ses collègues, avec son entreprise. Alors que là, c'est générateur un peu de stress et d'anxiété. Comment vous faites pour gérer tout ça ? Alors, la première chose qu'on fait, c'est de dire à nos équipes c'est pas parce qu'elles sont chez elles qu'elles doivent être 12 heures par jour derrière un écran à répondre au téléphone ou à répondre à des sollicitations de leurs collègues. Le temps de la déconnexion reste un élément important. Il faut qu'ils prennent le temps de se déconnecter, de faire autre chose. La deuxième chose, c'est qu'on a expliqué aux managers qu'il fallait passer quand même beaucoup plus de temps, même virtuel, avec leurs équipes,
Je prends pour exemple un ensemble de managers qui ont institué ce qu'on appelle le virtuel café du lundi matin pour pouvoir échanger sur des choses. Ce qu'on faisait à la machine à café, on le fait de façon virtuelle. D'autres ont institué des réunions ou des communications sur des sujets autres que le business habituel, ceci permettant aux personnes finalement de pouvoir continuer de collaborer et avec le minimum de stress ou le minimum d'impact lié au fait qu'elles étaient à distance et sans forcément de relations rapprochées avec le collaborateur. Donc c'est un élément qui est absolument important et que nous avons géré de cette façon-là. Très bien. Alors, on va parler de BT maintenant plus particulièrement. Et évidemment, on ne va pas présenter BT à nos lecteurs. Nos lecteurs sont des DSI, donc ils vous connaissent pour la plupart. En revanche, peut-être ce que vous pourriez nous préciser, c'est finalement quelle est la configuration de BT aujourd'hui après l'accord que vous avez signé avec Computacenter et au terme duquel en fait vous vouliez vous reconcentrer sur vos activités de réseau, de cloud et de sécurité. Donc finalement maintenant quel est le périmètre exact de BT et est-ce que vous avez des liens encore particuliers avec Computacenter? Alors, BT, très rapidement, BT, c'est 100 000 personnes. La partie qui s'occupe des entreprises qu'on appelle globales est constituée de 16 000 personnes. En France, nous sommes 450 personnes suite à la session dont vous faites allusion. Et nous nous concentrons donc post-session à servir les grandes entreprises multinationales qui ont besoin d'être accompagnées au niveau global sur une région, un continent, 2 continents, 3 continents, voire même les 5 continents si nécessaire. Nous sommes présents dans 180 pays et offrons des solutions et des services de connectivité, de cloud et bien sûr de sécurité comme vous le dites. Voilà, c'est 405, avec un focus particulier sur la sécurité. Est-ce que vous avez gardé des liens spécifiques, particuliers avec Computacenter ou non, finalement, la session a été faite et maintenant chaque entreprise vit sa vie, si je puis dire? Non, alors cette session, il faudrait la repositionner dans le cadre de la stratégie. Donc, le fait de se concentrer sur les multinationales fait que globalement, le portefeuille de services dits domestiques, nationaux pour parler en français, en France, mais d'ailleurs dans d'autres pays, a fait l'objet de réflexions. En France, nous avons décidé de nous séparer de ces activités domestiques, des activités de services particulièrement destinées aux entreprises nationales qui ont des besoins nationaux et pas internationaux. Nous avons cédé à Computacenter. Et Computacenter s'appuie sur nous pour les problématiques de télécom quand ils ont besoin de servir ces clients-là, puis d'autres. Ça, c'est un premier volet de la relation. Et l'autre volet de la relation qu'on maintient avec Computacenter, le fait que nous avons un accord pour continuer d'utiliser certains de leurs services que nous n'avons plus suite à cette session, parce que nous avons cédé des personnes, des contrats et de l'expertise, bien sûr, et utiliser cette expertise notamment dans la maintenance d'équipements, notamment dans le geste de proximité, ce qu'on appelle le field service de façon auturière. Donc c'est cette typologie de services où nous ferons appel au Computacenter pour nous aider à continuer à servir nos clients en France. Très bien. Alors, effectivement, le positionnement est très clair, mais peut-être une question de détail, mais imaginons par exemple qu'une entreprise nationale, donc présente uniquement sur le territoire national, devienne internationale. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, mais est-ce qu'à terme, ça veut dire que finalement, elle rebasculerait de Computacenter vers BT parce qu'elle aurait besoin de services au niveau international? Alors, la question est très appropriée puisque finalement, pourquoi Computacenter a acheté les services de BT, qu'on appelait BT Service à l'époque? C'est parce qu'en fait, Computacenter est positionné sur des offres que BT ne couvre pas, et réciproquement. Donc, nous sommes quasiment jamais en concurrence. Donc, si une société nationale devenait internationale et si elle était servie aujourd'hui par Computacenter, BT aurait toute sa place pour accompagner cette société, cette entreprise au niveau international, sans pour autant être en compétition avec Computacenter.
Très bien, bon, bah c'est clair. Alors, bon, donc, on va reprendre les 3 domaines d'activité que l'on a mentionnés. D'abord, le réseau. Et on va se focaliser plus particulièrement sur le SD-WAN. Donc, vous avez fait des annonces récentes, en particulier un partenariat avec VMware. Vous avez fait des annonces de clients avec Fiat qui a mis en place cette nouvelle manière de faire fonctionner le réseau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que le SD-WAN, on en parle depuis quand même un bon moment déjà. Est-ce que ça devient une réalité? Qu'est-ce que ça apporte aux grandes entreprises? Et puis, est-ce que vous avez 1 ou 2 clients français à nous mentionner? Alors, le SD-WAN constitue finalement la brique technologique de la nouvelle génération de solutions de connectivité. On avait dans le passé, et toujours d'ailleurs, le MPLS, l'Internet, et plus récemment, et ça devient plus ça rentre dans les architectures, ce qu'on appelle les hubs de concentration. En anglais, ça s'appelle les Carrier Neutral Facilities. Donc, ce sont des endroits où les clients vont mettre finalement leur data center, et ça permet aussi de créer des interconnexions relativement facilement. Donc, finalement, ces 3 briques constituent finalement les éléments des architectures de connectivité que l'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Et BT, évidemment, les met à disposition de ses clients. Alors, le SD-WAN vient comme couche au-dessus de ces technologies, qui permet finalement de gérer de façon intelligente la façon dont le trafic est routé, et c'est fait à travers des plateformes qui sont software defined, comme on dit, donc basées sur du logiciel, sur du software, sur des équipements qui ne sont pas forcément propriétaires, nos équipements plutôt généralistes, et déployés ce qu'on a donc au-dessus du réseau pour pouvoir gérer cette complexité. Donc, à travers cette technologie, le client, l'entreprise a la possibilité d'utiliser des moyens sécurisés comme le MPLS pour faire passer du trafic qui a besoin d'être sécurisé. Quand ça l'est moins, l'Internet répond à la problématique, et comme je disais, les CFN permettent aussi de mettre en relation mettre en relation des data centers beaucoup plus facilement que passant par des réseaux distants. Donc voilà comment se positionne. Alors nous apprenons par rapport à la proposition de BT, elle est basée sur, comme vous le dites, sur VMware, mais pas que. Nous avons choisi 5 partenaires sur lesquels nous nous appuyons et qui correspondent le premier étant, vous l'avez cité, VMware, pas forcément dans l'ordre, mais le deuxième étant Cisco. Cisco est un partenaire important. Nous appuyons aussi sur Nokia, qui a une offre de SD-WAN que nous utilisons. Et puis, nous avons la solution qui est basée sur Meraki, qui est une filiale de Cisco, mais enfin qui est des technologies spécifiques répondant à des problématiques de petits sites. Et puis, particulièrement, et puis la dernière, c'est une solution qui est basée vraiment sur du software dans un nouvel acteur du secteur qui est la solution Versa. Donc, c'est ces 5 technologies que nous intégrons au portfolio et que nous mettons à disposition de nos clients. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez citer 1 ou 2 clients français? Alors, j'aurais aimé, mais je vais pouvoir le faire dans quelques temps. Nous avons signé un bel accord avec un client, un industriel français, une multinationale, qui est en train de déployer ce qu'on appelle le POC, donc le pilote. Et suite à ce pilote, on pourra certainement annoncer la solution qui a été déployée pour ce client. Vous avez mentionné Fiat, bien sûr, ça sera de ce type de solution. Alors, après le réseau, le cloud. Donc maintenant, finalement, vous, en tant qu'opérateur de télécom, qu'est-ce que vous fournissez dans le domaine du cloud? Est-ce que vous êtes un simple revendeur? C'est pas péjoratif, mais en gros, c'est pour savoir un peu quel est le degré d'implication que vous avez dans ce domaine-là. Donc, revendeur de services AWS, Azure ou Google, et éventuellement d'autres, peut-être OVH, je ne sais pas. Ou est-ce que vous allez au-delà de ça? Qu'est-ce que vous proposez précisément dans le domaine du cloud? Alors, nous sommes peut-être un broker de cloud dans le sens où notre première mission, c'est de permettre à nos clients d'accéder au cloud de leur choix, que ce soit, comme vous l'avez dit, AWS, Azure ou Google, pour ne citer ces 3-là, parce qu'ils sont on va dire dominants sur le marché, en tout cas sur une partie du marché. Donc, c'est des accès qui sont
prédéfinis, prédéterminés, qui permettent assez rapidement de mettre le client en connexion avec ces infrastructures qui pourraient être hébergées chez ses fournisseurs. Ça, c'est un premier élément. Nous pouvons aussi mettre en la connectivité des éléments d'un cloud privé potentiellement si c'est nécessaire, et c'est le cas dans certains clients qui ne souhaitent pas d'aller sur des clouds publics. Les services que nous offrons, et on en parlera, le service de communication unifiée en particulier, puis les services de call center, sont des services cloud aussi, parce que notre objectif est de ne pas déployer d'équipements chez le client, mais pouvoir offrir un service on dit un asset light à partir de software, et ceci à partir de solutions qui sont hébergées dans le cloud. Alors le cloud que BT, le cloud de BT, ou bien un cloud client si nécessaire. Voilà les différentes facettes de notre intervention sur le cloud. Donc on est au milieu broker de solutions cloud. Et alors, quand vous dites broker, ça veut dire que finalement, une entreprise peut faire appel à plusieurs de ses prestataires, plusieurs de ses opérateurs de cloud. Est-ce que ça, c'est sur le papier, mais est-ce que dans la réalité, ça existe vraiment? Non, ce qu'on voit plus souvent, c'est ils font appel à un des partenaires que vous avez cités, et puis leur cloud privé. Et c'est l'ensemble qu'on connecte à travers les réseaux dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Alors, la troisième brique importante pour vous, c'est la sécurité. Vous êtes un spécialiste de ce domaine. Je crois que vous avez plus de 3000 spécialistes sécurité dans le monde. Vous avez un réseau de cybersoc un peu distribué partout. Vous en avez ouvert un en France l'année dernière, je crois, au Plessis-Robinson. Et puis, vous aviez fait aussi la demande de PDIS, donc c'est prestataire de détection d'incidents de sécurité. Je ne sais pas si vous avez obtenu cette certification. Donc, vous êtes vraiment un acteur important dans le domaine de la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Effectivement, vous avez mentionné 3000 collaborateurs, 3200 pour être plus précis, à travers le monde. Alors la sécurité, c'est pas une histoire récente chez BT. Nous avions une équipe depuis un ensemble d'années et qui s'est particulièrement montrée efficace lors des JO de 2012 en Angleterre, à Londres, où BT fournissait finalement les infrastructures télécom et toute la sécurité qui était autour. Et à partir de là, nous avions évidemment développé une pratique de sécurité, d'abord en s'appuyant sur la sécurité qui était utilisée pour protéger BT, et puis faire profiter les clients de ce savoir-faire. Alors, 3200 collaborateurs à travers le monde. En France, nous en avons 150. C'est la deuxième plaque de sécurité en termes d'expertise en dehors du Royaume-Uni. Donc, c'est un de nos différenciateurs. Et nous offrons essentiellement deux typologies d'offres. La première, elle est liée finalement à l'accompagnement des clients à définir leur gouvernance de risque et leur gestion de la compliance, des conformités nécessaires. Nous les aidons aussi à architecturer leurs solutions, les déployer peut-être et les faire et les exploiter s'ils le souhaitent. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, nous sommes plus axés sur la détection proactive de risques. Donc, nous sommes dans les solutions basées sur l'ethical hacking. Donc, ce sont les équipes qui permettent, sur la demande du client, de tester finalement la fiabilité, la cyberfiabilité de leurs infrastructures, mais aussi, comme vous le mentionnez, en s'appuyant sur un cybersoc qui a été inauguré en 2019 au Plessis-Robinson, qui fait partie d'un réseau de 14 cybersocs au niveau mondial et que nous utilisons pour rendre ces services à nos clients en France particulièrement. Et alors la question PDIS, nous sommes... PDIS, oui. PDIS, vous y êtes. Nous sommes... on y est presque. On n'y est pas complètement, mais on y est presque. D'accord. Ok. Il faut rappeler en fait que c'est destiné à devenir un prestataire pour les OIV et les OSE. Hein, on est bien d'accord. C'est ça l'objectif de cette certification. C'est l'objectif. Alors, vous n'avez pas cité de clients dans le domaine du réseau, et peut-être que dans le domaine de la sécurité, ça va être encore plus difficile, mais je vous pose la question quand même. Est-ce que vous citez un ou deux grands clients français qui font appel à vos services? Je peux citer Michelin qui fait appel à nos services en termes de sécurité, oui, bien sûr. Bon, il ne fait pas appel qu'à BT, mais en particulier à BT aussi.
Très bien. Écoutez, en tout cas, on a fait un tour assez complet de vos activités, de ce nouveau périmètre suite à cet accord avec Computer Center. Donc, en tout cas, Malek Khelaf, merci beaucoup. Merci à vous et merci de m'avoir reçu.